Immense espace vide et menaçant, les mers et océans regorgent de légendes de bateaux fantômes, de navires abandonnés ou tout simplement disparus à jamais. Mais l'histoire de la Sarajevo est elle bien réelle. En février 1979, 5 bons amis sont partis pêcher en mer à bord d'un petit bateau à moteur de 5 mètres. Ils ne devaient partir que quelques heures et ils ont disparu sans laisser de traces. Mais ils n'ont pas été tout simplement engloutis par l'océan. Il leur arrivait autre chose. C'est un mystère fascinant qui a traversé les décennies et je vais tout vous raconter en détail après ceci. Comme annoncé dans l'intro, on va parler aujourd'hui d'une énigme maritime pas très connue chez nous, le mystère de la Sarajevo. C'est une affaire passionnante qui n'a toujours pas été résolue à l'heure actuelle, et ne traînons pas, plongeons tout de suite ensemble dans ce mystère. Remontons dans le temps, jusqu'en 1979, et partons sur l'île de Maui, à Hawaï, le 50e État américain perdu dans le centre du Pacifique. Situé au cœur de l'archipel hawaïen, Maui est notamment célèbre pour ses paysages époustouflants, ses plages paradisiaques, ses volcans majestueux et ses sites de plongée. Maui a même été élue plusieurs fois la meilleure île des États-Unis. Et c'est pour cette raison que Scott Moorman, un Américain de 27 ans, a décidé d'aller y vivre. Originaire de Californie, Scott adorait regarder à la télé quand il était gosse la série Adventures in Paradise, dans laquelle un équipage de marins vivait toutes sortes d'aventures à travers le Pacifique Sud. Devenu adulte, Scott s'est marié. Avec sa femme, ils ont même eu un fils, mais leur relation s'est peu à peu dégradée. L'amour est parti et le couple a fini par divorcer en 1975. Un peu perdu après cette séparation difficile, et comme c'est son ex-femme qui a obtenu la garde de leur fils, Scott Moorman a donc décidé de réaliser son rêve d'enfant, partir vivre à Hawaï. Surnommé l'État d'Aloha, cet archipel volcanique et verdoyant a la réputation d'être un paradis sur Terre. Situé à environ 4000 km des terres continentales les plus proches, les îles d'Hawaï sont les plus isolées au monde, et aussi parmi les plus belles. À Hawaï, Scott s'installe à Maui, la deuxième plus grande île de l'archipel après Big Island, plus particulièrement à Nahiku, un hameau sur la côte est de l'île. À l'époque, Nahiku abrite une communauté variée composée de hippies et vétérans de la guerre du Vietnam. Des gens un peu marginaux mais pas méchants, qui célèbrent l'amour libre et les substances illicites. Mais Scott n'est pas venu là juste pour faire la fête, il veut absolument s'intégrer parmi les Hawaïens autochtones, les natifs de l'île. Et pour ce faire, il se met à apprendre leur dialecte et s'intéresse aussi beaucoup à leurs coutumes. Plus les mois passent, plus Scott se sent bien à Maui, et il ne retourne quasiment plus aux États-Unis pour voir sa famille. Il y va seulement une fois par an pour l'anniversaire de son fils. À chaque fois, ses parents et sa famille insistent pour qu'il revienne vivre en Californie, mais Scott est amoureux d'Hawaï et c'est là qu'il veut vivre le reste de son existence. Parce qu'au-delà de son image de carte postale et des grosses fêtes qui y sont organisées, il règne à Hawaï un grand esprit de solidarité dans la population, les gens s'entraident beaucoup. Et en février 1979, Scott aide justement une connaissance à rénover sa maison dans le village de Waikulla. Le Californien participe au chantier avec 4 copains. Ralph Malekini, un Hawaïen de 27 ans doué en bricolage, Peter Hanchett, un plombier de 31 ans, Benjamin Kalama, un vitrier de 38 ans, et Patrick Wosner, un charpentier de 26 ans. Le dimanche 11 février 1979, il est prévu que Scott et ses potes travaillent toute la journée sur le chantier de Waikulla. Mais ce matin-là, il fait un temps splendide. Le soleil brille dans un ciel sans nuages. Il n'y a pratiquement pas de vent et la mer est lisse comme un miroir. Et les habitants de Maui ne reviennent pas parce que les semaines précédentes, ils ont eu froid, ils ont souffert du mauvais temps, et là ils se croiraient en été. Et au moment où les 5 amis vont se mettre au travail, l'un d'eux lance sur le ton de la blague « Et si on allait pêcher ?» Tout le monde rigole sur le coup évidemment, mais quelques secondes plus tard, il y en a quand même quelques-uns qui commencent à se dire après tout, pourquoi pas ?» Parce qu'on est à Maui, les gens sont cool là-bas et ils prennent le temps de vivre. Scott et ses amis décident donc de s'accorder une journée de repos, alors que ça n'était pas prévu, pour aller pêcher, parce qu'en plus, les eaux sont très poissonneuses dans le coin, et ce sont d'excellents pêcheurs. Les 5 copains remettent donc le travail au lendemain, et peu après 9h du matin, ils se rendent à Hana, un village côtier à 8 km de Nahiku. C'est un endroit isolé à la pointe est de l'île. Là, ils empruntent le bateau du frère jumeau de Ralph nommé Ralph Malekini. Il s'agit d'une petite vedette de la marque Boston Whaler baptisée la Sarajevo.
un nom faisant référence au prénom des parents des frères Malichini, parce que leur mère s'appelait Sarah et leur père Joe. Basique et peu confortable, l'embarcation qui ne mesure que 5 mètres ressemble à une barque rectangulaire à la coque blanche en fibre de verre. La vedette est dans un bon état général, néanmoins, elle a besoin de bougies d'allumage neuves pour le puissant moteur Johnson de 85 chevaux dont elle est équipée. Avant de partir en mer, Scott et ses amis font donc quelques courses à l'épicerie du coin. Ils achètent des bougies neuves, mais aussi des snacks, des bières et des boissons non alcoolisées. Ils veillent aussi évidemment à faire le plein d'essence, emportent avec eux leur matériel de pêche et aussi une glacière remplie de glace pour garder la bière au frais et la remplir de poissons. À 10h du matin, les 5 hommes embarquent donc tous à bord de la Sarah Joe dans la bonne humeur avec leur vivre matériel. Puis ils prennent la mer et prennent la direction du sud. Ils naviguent tranquillement vers le canal d'Alenui'a, qui sépare l'île de Maui de celle de Big Island, à une 50aine de kilomètres au sud. D'une profondeur vertigineuse de 5 km, ce canal est connu pour être une zone de fort courant. Mais Scott et ses amis ont l'habitude de naviguer, et pour eux, ça ne pose pas de problème. Avant de partir, ils n'ont pas pris la peine de consulter les bulletins météo, mais ils ont une excuse. Il faut savoir que les habitants de Hana ne reçoivent pas la télévision et captent mal la radio. De plus, les stations radio hawaïennes diffusent essentiellement les bulletins météo concernant la côte ouest de l'île et pas la côte est. C'est pourquoi les marins locaux consultent rarement les prévisions météo, ils ont l'habitude de se fier à la couleur du ciel, et là, le temps est merveilleux. Ce matin-là, absolument personne ne pense que le temps puisse se gâter. Malheureusement, c'est ce qui va se passer. 2 heures plus tard, vers midi, un système dépressionnaire qui s'est formé près de l'archipel d'Hawaï se déplace rapidement vers Maui. De violentes rafales de vent accompagnées de pluies torrentielles frappent la côte est de l'île. C'est la pire tempête hivernale que connaissent les habitants depuis 50 ans. Et en mer, c'est l'enfer, car la tempête génère des vagues de 12 mètres. Peu après le déclenchement de la tempête, tous les bateaux de pêche sont rentrés en catastrophe dans la baie d'Hana pour s'abriter. Tous sauf la Sarah Joe. 3 heures plus tard, vers 17h, la Sarah Joe n'est toujours pas revenue. La tempête a redoublé de violence, et John Hanchett, le père de Peter, l'un des 5 pêcheurs, sort en mer sur une embarcation pour essayer de localiser les disparus. Mais la navigation est trop périlleuse, et il préfère renoncer. Les secours sont prévenus et la garde côtière des États-Unis fait aussitôt décoller un hélicoptère afin de repérer la Sarah Joe sur la mer démontée. Mais la météo est tellement mauvaise que la visibilité ne dépasse pas 15 mètres. Et à la nuit tombée, les sauveteurs sont obligés de suspendre les recherches jusqu'au lendemain. Le lundi 12 février 1979, les recherches redémarrent. Et pendant que la tempête fait encore rage, les gardes-côtes américains, aidés par des marins locaux, scrutent les flots littéralement blancs à cause de l'écume. 5 jours plus tard, le samedi 17 février 1979, les autorités mettent fin à l'opération de recherche et sauvetage relative à la Sarah Joe. Au total, une quarantaine de bateaux, avions et hélicoptères ont fouillé plus de 60 000 km² d'océan. En vain. Mais à Maui, les gens ne baissent pas les bras parce que aucun débris du bateau n'a été retrouvé. Et sachant que les 5 disparus sont tous jeunes et en bonne santé, il est possible qu'ils soient toujours en vie quelque part en mer. Ils sont tous de très bons nageurs, certains font même du surf, et s'ils ont été projetés à la mer au large de Maui, ils étaient tout à fait capables de rejoindre la rive à nage. Après l'arrêt des recherches officielles, les familles et amis de l'équipage de la Sarah Joe vont collecter des fonds pour pouvoir financer ces recherches, et ils vont récolter presque 50 000 $. En parallèle, de nombreux volontaires vérifient les plages du sud de Maui, ainsi que le littoral de la côte d'Anakua, au nord de Big Island, de l'autre côté du canal d'Alenui'a, dans l'hypothèse où la Sarah Joe se serait échouée là-bas. Seulement, ils ne trouveront rien. Tous les soirs, les habitants d'Hana allument de grands feux sur la plage avec l'espoir de voir revenir les disparus. Malheureusement, tous ces efforts se révéleront stériles. La Sarah Joe s'est évaporée avec ses 5 occupants. Et même si les vedettes de la marque Boston Whaler sont réputées insubmersibles d'après leur publicité, on est en droit d'en douter, hein. Parce que le Titanic était lui aussi réputé insubmersible et il a mal terminé. Et même ce pauvre Leonardo a mal fini, c'est dire. Plus sérieusement, dans le cas de la Sarah Joe, la logique voudrait qu'elle ait coulé. En effet, comment imaginer qu'une embarcation de seulement 5 mètres, une coque de noix en quelque sorte, ait pu résister à une tempête pareille? C'est la conclusion à laquelle arrivent les autorités qui considèrent que l'équipage de la Sarah Joe est présumé mort. Et ce, même si l'océan n'a rendu aucun corps. Scott Moorman, Peter Hanchett,
Patrick Wasner, Benjamin Kalama et Rev Malekini auraient tous péri dans la tempête. Suite à cette annonce officielle, beaucoup de monde est en deuil à Hana et Naeku, et les proches des disparus tentent tant bien que mal de reprendre une vie normale à Maui. Par la suite, 10 années s'écoulent et on est maintenant en 1988. Et soyons francs, la Sarajevo a sombré depuis longtemps dans l'oubli médiatique. Et Scott et ses 4 amis disparus n'existent plus que dans la mémoire de leur famille. Bien qu'il ait participé activement à l'opération de secours à Maui, John Naughton a lui totalement oublié ce drame de la mer. Il faut dire qu'il est bien occupé par son travail. Naughton travaille comme biologiste marin. Et en septembre 1988, le scientifique est très loin d'Hawaï. Il participe à une expédition scientifique sur l'atoll de Taongi, à 3719 km au sud-ouest de Maui. Atoll corallien en forme de croissant appartenant aux îles Marshall, Taongi est inhabité. À part une poignée de soldats japonais qui ont occupé un poste avancé de communication durant la Seconde Guerre mondiale, personne n'a jamais vécu sur ces bandes de terre arides à l'isolement total. On est vraiment au milieu de nulle part et c'est pas vraiment un endroit où passer ses vacances, parce qu'il n'y a rien sur place, que du sable et des broussailles. L'atoll de Taongi a même failli servir de site pour les essais d'armes atomiques américaines dans le Pacifique dans les années 50, c'est dire. Ces essais nucléaires ont finalement eu lieu sur l'atoll de Bikini, à 514 km de là. Mesurant 18 km de long sur 9 km de large, l'atoll de Taongi est éloigné des couloirs de navigation et n'abrite aucune source d'eau douce. Aucune source d'eau potable indispensable à la vie humaine. Toutes ces conditions en font donc un sanctuaire pour la nature, resté à l'état vierge. Et c'est pour cette raison que cet atoll intéresse beaucoup les scientifiques. Le 10 septembre 1988, John Naughton met donc le pied à terre sur l'atoll de Taongi. Avec d'autres scientifiques, il est venu sur place pour étudier la faune locale, en particulier les tortues de mer, pour le compte de la République des îles Marshall. Et tandis qu'il est en train de marcher sur le littoral, Naughton voit tout à coup quelque chose un peu plus loin sur le sable. Donc il s'approche, et là il découvre une vieille embarcation en fibre de verre dont la coque est défraîchie. Et selon toute apparence, il s'agit d'un bateau de la marque Boston Whaler. Intrigué, le biologiste marin examine la coque qui est complètement défraîchie du bateau, et là il lit le numéro d'immatriculation. Il lit l'inscription sur la coque et il voit que le bateau est enregistré à Hawaï. Et là, Naughton a un frisson parce que il réalise qu'il est très certainement devant l'épave de la Sarajevo. Ce qui est proprement incroyable parce que Naughton a lui-même cherché ce bateau 10 ans plus tôt. Il avait participé aux recherches de la Sarajevo sans la trouver. Et là, il a retrouvé la Sarajevo par un total hasard. En ce qui concerne l'embarcation, il n'en reste plus grand-chose et elle est absolument vide à part un fond d'eau stagnant. Donc là, Naughton n'en revient pas. Il se met à observer les alentours à la recherche d'autre chose, comme un squelette ou un lambeau de vêtements par terre. Seulement, il ne voit rien. Rejoint par des collègues, il leur explique la situation et ils se mettent tous à arpenter le terrain broussailleux à la recherche d'indices. Et à environ 90 mètres de l'épave, l'un des scientifiques découvre autre chose. Une tombe de fortune avec une croix fabriquée avec des morceaux de bois travaillés par l'océan. La croix est plantée dans le sable, près d'un monticule de fragments de coraux, près duquel est posé un os de mâchoire humaine. De toute évidence, une ou plusieurs personnes ont été enterrées sur cet atoll du bout du monde. Mais il reste à savoir qui et quand. N'osons pas trop déranger la sépulture, Naughton fait tout de même une autre trouvaille bizarre. Il trouve près de la tombe de fortune une pile de feuilles de papier non reliées et vierges d'écriture, d'une dimension d'environ 7 cm sur 7. Et entre ces feuilles de papier, dont certaines sont partiellement brûlées, sont glissés des morceaux d'un matériau ressemblant à du papier d'aluminium. Tout ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sens, et Naughton s'interroge. Il se demande ce qui a bien pu se passer à cet endroit, et pourquoi est-ce qu'on a mis là cette pile de feuilles de papier. N'ayant aucune réponse à ces questions, le biologiste marin va signaler sa découverte à la garde côtière américaine. Les militaires vont récupérer l'os de mâchoire humaine qui avait été ramassé près de la tombe, et après expertise médico-légale, il va être formellement identifié comme appartenant à Scott Moorman. Il n'y a aucun doute possible car on s'est servi de son dossier dentaire. Et d'autres ossements de l'Américain seront collectés par la suite dans la tombe peu profonde. À Maui,
la nouvelle de la découverte macabre fait l'effet d'une bombe. Et elle plonge les familles des disparus dans un grand état de perplexité. Car elles n'arrivent juste pas à comprendre comment une embarcation aussi modeste que la Sarajevo ait pu parcourir une telle distance. Rendez-vous compte, cette coque de noix a fait plus de 3700 km à travers l'océan. Dans l'objectif d'éclairer ce mystère, les familles des 5 disparus engagent un détective privé nommé Steve Godnow, afin qu'il mène de nouvelles recherches sur l'atoll de Taongi. Et les fouilles vont produire des résultats. Le moteur Johnson de la Sarajevo va être repêché au fond du lagon, coincé entre des coraux, ainsi que de nouveaux ossements de Scott Moorman. Malheureusement et aussi étrangement, on ne retrouvera aucun reste appartenant à ces 4 amis. Au début des années 1990, les familles des disparus érigent des plaques commémoratives sur l'atoll de Taongi, ainsi que à Hana, sur l'île de Maui. Un dernier hommage est rendu aux disparus, mais de nombreuses questions sans réponse subsistent. Des questions qui sont par exemple, qu'est-il arrivé à la Sarajevo? Où sont passés Peter, Patrick, Benjamin et Ralph? Pourquoi n'a-t-on retrouvé que la dépouille de Scott Moorman? Autre question importante, qui a creusé la tombe de Scott? Quel était ce curieux assemblement de papier? Et surtout, comment la Sarajevo, une embarcation minuscule, a-t-elle résisté aux intempéries et parcouru presque 4000 km de Maui jusqu'aux îles Marshall? Aurait-elle dérivé dans l'océan Pacifique durant 10 ans? Cette dernière hypothèse est impossible pour des raisons objectives. Selon les experts en océanographie marine, il faut 3 mois grand maximum pour couvrir une telle distance. Et ça n'est pas terminé. Si l'on tient compte des courants et vents dominants, la Sarajevo aurait théoriquement pu atteindre l'atoll de Taongi dès la mi-mai 1979. Or, une équipe d'études missionnée par le gouvernement des îles Marshall est venue sur l'atoll de Taongi en 1984. Et selon les informations officielles, les membres de l'équipe n'ont aperçu ni l'épave de la Sarajevo, ni la tombe de Scott Moorman. Cette donnée suggère donc qu'elle n'était peut-être pas là en 1984. Et si c'est vrai, où se trouvait alors le bateau et son équipage à cette période? Cette histoire de disparition en mer est donc assez dingue. Elle démarre pourtant d'une manière assez banale. Une bande de copains vont partir pêcher en mer lors d'un dimanche ensoleillé. Et on ne peut imaginer à aucun moment que cette embarcation ne sera retrouvée que 10 ans plus tard, aussi loin de son lieu de départ. Certains observateurs se sont étonnés que la Sarajevo n'ait tout simplement pas coulé lors de la violente tempête qui a frappé l'île de Maui en février 1979. Néanmoins, il est possible que les bateaux Boston Whaler soient réellement insubmersibles, comme l'affirmait Lamarck dans ses publicités. Dans ce cas, je te présente toutes mes excuses, Leonardo, j'aurais pas dû me moquer. Plus sérieusement, vu toutes ces zones d'ombre, vu toutes les questions restées sans réponse, cette affaire reste une énigme. Cependant, nous allons quand même essayer d'apporter un peu de lumière sur ce mystère. Dans cette affaire, on peine à croire à une fuite volontaire, et en ce qui concerne l'acte criminel, c'est pareil, ça semble assez peu plausible. Parce que les 5 occupants de la Sarajevo étaient de très bons amis. Et même si les rapports humains peuvent changer radicalement et se durcir dans des situations de survie extrême, il paraît peu vraisemblable que les 5 hommes se soient entretués sur le bateau. Parce qu'on n'a pas retrouvé le moindre signe d'un crime. L'hypothèse qui a l'air la plus plausible ici est celle d'un accident. Après avoir étudié cette affaire, je vais maintenant vous présenter un scénario qui est totalement spéculatif, attention, mais qui permettrait d'expliquer une grande partie des zones d'ombre de ce mystère. Ce jour-là, les 5 amis quittent donc Maui à bord de la Sarajevo, une embarcation de 5 mètres sans confort. Elle ne dispose même pas d'une petite cabine où s'abriter. Mais 2 heures plus tard, la sortie en mer tourne au cauchemar. Le bateau est pris dans une tempête aussi soudaine que brutale, qui produit des vagues énormes. La Sarajevo se retrouve très vite en difficulté. Elle tangue dangereusement, et vu que ce bateau est très bas sur l'eau et n'a pas de bastingage, il est fort possible que tout le monde passe par-dessus bord. Tout le monde sauf Scott Moorman. Pourquoi? Parce que, d'après ses proches, il était très certainement attaché. Ça lui arrivait souvent de s'attacher en bateau, et là, il est certainement le seul à l'avoir fait. Et ça lui a sauvé la vie sur le coup. Voilà pourquoi il est le seul à être resté à bord. Après l'accident, Scott tente certainement de secourir ses amis, mais c'est perdu d'avance. Les éléments sont trop déchaînés pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Scott se cramponne alors de toutes ses forces sur la Sarajevo, qui est ballottée par les vents et la houle énorme.
Et son supplice va durer au moins 24 heures, car la tempête continue de sévir sur la région d'Hawaï le lundi 12 février 1979. Lorsque le calme revient enfin, Scott constate que toutes les vivres et le matériel de pêche embarqués sur le bateau le jour du départ ont disparu. Tout a été reporté à la mer, comme ses amis, quand la Sarah Joe était en perdition. Et Scott réalise qu'il est maintenant seul et livré à lui-même. Autour de lui, l'océan s'étend à perte de vue. L'archipel d'Hawaï n'est plus visible dans le lointain et rien ne se détache à l'horizon. Pire, le moteur 85 chevaux du bateau ne fonctionne plus, faute de carburant. Et sans rame, l'embarcation est livrée elle-même. Elle commence une longue dérive à travers le vide océanique. Et il faut savoir que depuis Maui, les courants marins sont orientés dans la direction sud-ouest, exactement celle des îles Marshall. La Sarah Joe part donc lentement vers l'atoll de Taongi, dans le sens opposé d'Hawaï. Sans eau douce ni nourriture, Scott Moorman s'affaiblit rapidement. Fait aggravant, le bateau n'a aucun toit, et l'Américain est exposé en permanence aux rayons du soleil. Et comme la chaleur accélère la déshydratation, il doit sombrer assez vite dans l'inconscience. Et Scott Moorman décède sans doute dans un délai assez court sur la Sarah Joe, car les études montrent que l'homme ne peut pas survivre plus de 3 jours sans boire. Scott Moorman est toujours sur la Sarah Joe qui continue inexorablement sa route maritime vers les îles Marshall. Et cette longue dérive dure des semaines, voire même des mois. Rien ne stoppe son avancée parce que cette région du Pacifique est quasiment vide. Il n'y a aucune terre à part l'atoll Johnson. Pour ne rien arranger, cette zone est peu fréquentée par les cargos et porte-conteneurs, et même si un navire croisait la Sarah Joe, est-ce qu'un marin la repérerait à la surface de l'eau? Parce qu'une aussi petite embarcation n'est pas forcément facile à repérer parmi les vagues. 3 mois plus tard, à la mi-mai 1979, il est tout à fait possible que la Sarah Joe s'échoue sur l'atoll de Taongi. Et toujours à l'intérieur, le cadavre de Scott est certainement à l'état de squelette. Sans trop rentrer dans les détails, il a probablement été cuit par le soleil, sans parler des oiseaux marins qui sont venus se servir durant ce long voyage. Parce que les goélands sont par exemple charognards à l'occasion, et je suis sûr qu'en sachant ça, vous ne regarderez plus jamais ces oiseaux de la même façon. Ça bouffe n'importe quoi ces bestioles. La Sarah Joe a donc fini par s'échouer sur ce petit atoll perdu du Pacifique, et après une période de temps impossible à déterminer, c'était peut-être une semaine, 1 mois, 1 an, un chalutier, certainement chinois, et vous comprendrez pourquoi plus tard, s'approche de l'atoll de Taongi. Ce bateau est en train de pêcher illégalement dans le secteur. Effectivement, la pêche illégale est un problème fréquent aux îles Marshall, dont les eaux territoriales sont tellement vastes que les autorités ne peuvent pas toutes les surveiller. Et lors de cette séance de pêche clandestine, il est tout à fait imaginable que plusieurs pêcheurs chinois se rendent sur l'atoll de Taongi. Ils descendent à terre, peut-être pour rechercher des nids de tortues de mer, parce que leurs œufs font l'objet d'un odieux trafic partout sur la planète, et peuvent se revendre assez cher. Et pendant que ces pêcheurs sillonnent l'atoll de Taongi à la recherche de nids, ils découvrent alors la Sarah Joe. Et à l'intérieur, ils voient ce qu'il reste de Scott Moorman dans un état terrible. Il ne reste vraisemblablement plus que des ossements et un morceau de mâchoire. Et là, ces pêcheurs font acte d'humanité et ils décident de donner à Scott, ou du moins à ce qu'il en reste, une sépulture. Ils l'enterrent comme ils le peuvent sous un tas de coraux, puis fabriquent une croix chrétienne, la religion supposée de cet homme blanc, qu'ils plantent ensuite dans le sol. Et ces marins, qui sont peut-être chinois, se livrent alors à un rituel spécifique à leur culture. Il faut savoir que lors des cérémonies mortuaires en Chine, les proches brûlent souvent de la monnaie fictive en papier, de faux billets ou même de faux lingots d'or. Ils brûlent ces papiers en l'honneur du défunt afin de souhaiter bonne fortune aux morts dans l'au-delà. Et c'est ça qui expliquerait peut-être la pile étrange de papier et papier d'aluminium découverte près de la tombe de Scott. Ils ont brûlé le papier qu'ils avaient sous la main. Avant de repartir, ces pêcheurs chinois qui, même s'ils étaient venus pêcher également, sont finalement des gens bien, laissent en évidence l'os de mâchoire de Scott Moorman près de sa tombe.
Ils font ça peut-être dans le but de permettre son identification ultérieure avant de s'en aller. Par la suite, une certaine période de temps impossible à évaluer s'écoule à nouveau. Et en 1984, une équipe missionnée par le gouvernement des îles Marshall vient sur l'atoll de Taongi pour y faire une étude. L'épave de la Sarajevo est probablement toujours là, elle n'a toujours pas bougé, mais les membres de l'équipe n'y prêtent peut-être pas attention. En effet, il est fréquent que des carcasses de bateaux, débris ou autres déchets plastiques s'échouent sur les îles coralliennes dans cette région du Pacifique. Il paraît même que les eaux de l'atoll de Taongi sont jonchées d'anciens chars d'assaut et d'équipements militaires, vestiges du dernier conflit mondial. Donc si ça se trouve, ils n'ont même pas remarqué l'épave du Sarajevo. En ce qui concerne la tombe de Scott Moorman, il est quand même peut-être difficile d'imaginer qu'il l'ait loupé, sachant que l'atoll de Taongi n'est pas très grand. C'est une bande de terre d'une douzaine de kilomètres de long, mais quand même assez étroite. Ils ont quand même pu manquer cette tombe, mais il y a d'autres cas de figure possibles. Ils ont très bien pu voir cette tombe et décider de l'ignorer, considérant que c'était un vestige inintéressant. Et il y a une autre donnée à prendre en compte. Il faut savoir que les citoyens des îles Marshall sont des gens très superstitieux. Donc si ça se trouve, ils ont vu cette tombe, mais ils n'ont pas voulu la toucher par superstition. Ils l'ont laissée telle qu'elle, et quand ils sont repartis, quand ils sont rentrés chez eux après leur étude, ils ont tout simplement oublié ou omis de le signaler aux autorités. À leur retour aux îles Marshall, ils n'ont pas signalé qu'il y avait une tombe sur l'atoll Taongi. Voilà pourquoi c'est passé à la trappe. Voilà pourquoi ça n'est qu'en 1988 que la Sarajevo et Scott Moorman ont été officiellement retrouvés. Évidemment, le scénario que je viens de vous présenter est purement spéculatif. On ne saura jamais ce qui s'est passé exactement à bord du Sarajevo, mais c'est un scénario qui tient quand même assez la route et permet d'expliquer pas mal des zones d'ombre du mystère. Et elle ne permet pas de savoir où sont passés les autres membres d'équipage disparus. En tout cas, cette histoire de disparition en mer reste fascinante. Et le point le plus stupéfiant de cette affaire reste l'extraordinaire coïncidence par laquelle John Naughton a retrouvé involontairement la Sarajevo 10 ans après avoir participé lui-même aux recherches. Parce que Naughton a retrouvé, sans le vouloir, une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille dans une botte de foin qu'il avait déjà cherchée 10 ans plus tôt. Voilà, c'était le mystère d'aujourd'hui. Si vous voulez savoir d'où est tirée cette histoire, elle est tirée de mon livre Disparu en mer, qui était sorti en 2019, 6 ans déjà. Et si vous aimez les histoires mystérieuses de disparition en mer, ou les affaires de disparition inexpliquées maritimes, vous en trouverez d'autres dans ce bouquin. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien pour commander ce bouquin dans la description de cette vidéo, avec tous les autres. En ce qui concerne les livres, j'en ai d'autres en projet, mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop le temps de m'y attaquer, surtout qu'en plus maintenant, je sors 3 vidéos par mois, et les journées font que 24 heures. J'en sortirai probablement un, peut-être fin 2025, ou plutôt en 2026, et de toute façon, je vous tiendrai informé de la sortie de ce prochain bouquin dans les posts à la communauté. Je vais faire de mon mieux, et on verra bien. Pour revenir à la Sarajevo, si vous avez une théorie qui n'a pas été donnée dans la vidéo, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, ça sera certainement intéressant de vous lire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie évidemment aussi de mettre un pouce en l'air et aussi de partager cette vidéo à des amis, à votre famille, où vous voulez sur les réseaux sociaux, afin de faire connaître ce travail à d'autres spectateurs. Parce qu'un petit partage, ça ne coûte rien, ça prend 20 secondes, et c'est une grande aide pour les créateurs de contenu. Ça aide à faire connaître notre travail d'autres personnes. Et pour ne louper aucune future vidéo et aussi soutenir la chaîne, je vous invite aussi à vous abonner en activant bien sûr la cloche. Pour tout ça, merci. Si vous ne savez pas encore regarder maintenant, d'autres vidéos de disparitions mystérieuses, notamment en mer, vont vous être proposées dans quelques instants, comme la disparition du CAS 2 ou celle de Tammy Grogan. En ce qui nous concerne, on se retrouve dans 10 jours si tout va bien, je compte sur votre présence, et en attendant, ne disparaissez pas.